Bien, bienvenue à tous. Nous allons commencer. Il y a encore quelques retardataires, mais on va commencer, sinon ça nous mènerait trop tard. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, cette nouvelle ciné-conférence est organisée par Image Santé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Image Santé étant l'espace santé jeune de Marseille, qui a pour mandat d'accueillir et d'accompagner des jeunes de 12 à 25 ans dans leur parcours de soins, que ce soit sur le plan social, sur le plan médical et psychologique. Donc c'est dans le cadre de cette association, de l'accompagnement de ces jeunes, que depuis maintenant 7 ou 8 ans, a été mise en place par Sylvie Dutertre une consultation transculturelle dans laquelle donc, nous recevons en petits groupes de professionnels des jeunes qui viennent de l'étranger, la plupart du temps qui sont arrivés depuis peu de temps sur le territoire. Et donc nous travaillons en petits groupes avec interprètes de façon à pouvoir accueillir ces jeunes en entretien psychologique dans leur langue maternelle. Et voilà, comme un certain nombre de personnes parmi vous le savent déjà, cette consultation transculturelle a intéressé beaucoup de monde à Marseille, parmi les travailleurs sociaux en particulier, et qui nous ont demandé d'avoir davantage d'informations autour de ce qu'on faisait, pourquoi, comment, quelles en sont aussi les prémices sur le plan théorique et de quelle manière on pratique. Et donc dans cette idée-là, on a lancé depuis quelques années un programme, entre guillemets, de formation, d'information pour les professionnels des champs sanitaires et sociaux. Donc on organise régulièrement des sessions de sensibilisation à l'approche transculturelle et depuis quelques années, donc des ciné-conférences qui ont donc pour but de pouvoir nous sensibiliser à la rencontre interculturelle, à l'altérité culturelle et à ce qui peut se passer sur d'autres terrains, dans d'autres lieux, la manière dont on pense les choses, dont on pense la maladie, dont on pense aussi la manière de traiter la maladie. Dans ce sens-là, on a fait par exemple des ciné-conférences sur le chamanisme ou sur des thérapies traditionnelles en Afrique. Au-delà, c'est aussi toute la question de la migration qui est abordée dans ces ciné-conférences. Là, aujourd'hui, donc, il s'agit d'un autre sujet. Le titre du film étant Les enfants de l'Oval, un essai qui transforme. Donc, nous avons le plaisir d'avoir le réalisateur, Rachid Oujdi, parmi nous, avec qui on pourra communiquer après la projection. Et donc là, il s'agit d'aller à la rencontre de ce qui peut se passer au Maroc, dans un quartier de Rabat, je crois, hein, c'est bien ça. Voilà, donc avec cet intérêt un petit peu ethnologique aussi que peut présenter ce film, à un double niveau, je dirais, d'abord dans le sens où il nous confronte, nous, à l'altérité culturelle. Donc c'est aussi une manière de pouvoir un petit peu aborder ce qui peut se passer dans d'autres cultures, dans d'autres aires culturelles, et aussi probablement, et je trouve que ça c'est un des grands intérêts du film, de nous confronter à nos propres représentations de ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que la jeunesse que l'on va rencontrer n'est certainement pas celle qu'on imagine qu'elle est vue d'ici. Et donc je trouve que c'est un des points forts aussi de nous confronter peut-être à nos propres stéréotypes, vous voyez, sur ce qui peut se passer ailleurs. Donc le déroulement de la soirée est bien simple. D'abord, nous allons avoir le plaisir d'entendre Lionel Dany. Ensuite, la projection du film Les enfants de l'Oval. Après quoi, nous aurons une discussion à la fois avec Lionel et avec Rachid Oujdi par rapport à la réalisation du film. Voilà, je laisse la parole à Sylvie Dutertre. Alors, moi, je vais juste un petit peu compléter. Bonsoir. Je voudrais rajouter par rapport à ce que disait Franck, qu'il y a eu 2 réalisateurs sur le film. Il y a eu Rachid Oujdi et Grégory Fontana. Et il se trouve que Grégory Fontana n'a pas pu venir ce soir, puisqu'il travaille, il est journaliste sur TV5 Monde, et donc il a été contraint par des obligations professionnelles. Alors, dans le cadre de ces rencontres qui sont
penser du côté de l'approche transculturelle, nous avons l'habitude de faire venir un conférencier. Et ce soir, eh bien, nous avons demandé à Lionel Dany de venir. Lionel Dany, j'ai pris mon petit papier parce que j'ai noté effectivement les différentes activités. Et alors, je vais sans doute en oublier, mais bon, tu voudras bien m'excuser. Donc, Lionel Dany est maître de conférence à Aix-Marseille Université. Alors, ça a changé. Avant, c'était Université d'Aix-Marseille. Maintenant, c'est Aix-Marseille Université. Il est directeur du département de psychologie sociale et du travail. Et en tant que psychologue social, eh bien, nous avons trouvé intéressant, justement, de le faire intervenir sur quelque chose qui se passe ailleurs. Déjà parce que Lionel Dany travaille sur le thème de l'adolescence. C'est quelque chose qu'il connaît bien. Il a beaucoup publié sur cette question. Il a travaillé sur l'image corporelle, en indiquant que cette image corporelle, eh bien, elle était le résultat de plusieurs facteurs, dont les déterminants sociaux. Et ça, je pense que ça va nous intéresser pour cette soirée. Il a travaillé aussi sur la consommation d'alcool, sur les fonctions de la consommation d'alcool, sur le suicide chez les jeunes, sur les représentations de la santé et, de manière générale, sur la jeunesse et la société. Alors, pourquoi la psychologie sociale? Donc, j'ai dû retourner un petit peu dans mes cours et j'ai retrouvé une définition qui est donnée par un psychologue social. Donc, je te laisserai ensuite, bien sûr, expliquer de manière plus compétente ce que c'est que la psychologie sociale en quelques mots. Mais simplement, pour vous donner une petite idée, la psychologie sociale consiste à essayer de comprendre et d'expliquer comment les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence imaginaire, implicite ou explicite des autres. Donc c'est vraiment sur cette question du fonctionnement par rapport aux relations intergroupes, peut-être, je vais peut-être dire des bêtises, mais tu rectifieras, que nous l'avons interpellé, justement aussi pour nous aider à dépasser nos stéréotypes, puisque là, nous allons partir au Maroc et que nous allons pouvoir réfléchir avec la psychologie sociale, quelque chose qui se passe ailleurs, mais qui finalement, eh bien, n'est pas si différent de ce que l'on peut retrouver dans des contextes que nous connaissons. Donc c'est vraiment aussi cette question, celle d'interroger nos stéréotypes, que nous allons pouvoir discuter ensemble. Alors, je vais te laisser la parole, Lionel, et puis tu vas nous introduire à la projection de ce film. Merci. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette soirée. Alors moi, j'ai beaucoup de chance, comparativement à vous, c'est que j'ai déjà vu le film, donc j'ai une petite idée de ce qui se passe. Mais en même temps, c'est une chance et c'est aussi un défi, parce que de l'autre côté, comme je l'ai vu, il faudrait que j'arrive à en parler sans pour autant tout dévoiler, de manière à vous laisser l'opportunité quand même de le découvrir. Ce qui est quand même pas évident. C'est un exercice. Je ne m'attendais pas à cet exercice ce soir, en fait. La journée, en plus, a été bien chargée, mais je vais quand même essayer, malgré tout. Alors, j'ai pas été invité parce que j'étais un spécialiste du rugby. Ça tombe bien. Alors, pourquoi je dis ça? C'est à double sens, en fait. Parce que le rugby, c'est une voie d'entrée, mais je crois qu'on va se rendre compte à la diffusion du documentaire que le rugby, c'est une voie d'entrée, mais ça aurait pu peut-être être autre chose, la voie d'entrée. Et que le rugby, là, c'est juste un moyen, finalement, de parler de c'est quoi... Alors, peut-être qu'après, on pourra en rediscuter, d'ailleurs, si on est d'accord ou pas, mais c'est quoi faire société, d'une certaine manière. Et là, le rugby devient un moyen, dans la lecture que moi, j'ai pu faire du documentaire, de ce que ça peut être faire société à un moment donné, dans un contexte bien spécifique, je dirais, de précarité, parce qu'on voit qu'on n'est quand même pas dans les quartiers les plus huppés. Alors, est-ce que je me lance à prononcer le lieu? Mers El Ker? Voilà, donc sous ta responsabilité. Et du coup, cette lecture en fait, du rugby qui prend sa place dans ce contexte-là, qui n'est pas un contexte neutre, c'est ce qui m'a amené à penser cette idée de faire société, et comment c'est pas non plus n'importe quelle société qui est amenée à se construire dans ce contexte spécifique.
Alors tout à l'heure, tu égrenais les travaux sur... J'avais l'impression que j'étais en fin de carrière en fait, et que d'un seul coup, ça y est, il a fait tout ça, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Moi, je suis plutôt un spécialiste de la santé, donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? On est en train de parler de rugby, on est en train de parler de faire société. Comment la santé s'invite dans cette perspective-là? Traditionnellement, la santé, si on prend les définitions qui nous sont données par les organismes mondiaux, etc., c'est un bien-être qui porte à la fois d'un point de vue physique, en particulier, c'est-à-dire c'est une dimension physique qui nous intéresse, une dimension psychologique, et puis une dimension sociale. La dernière, c'est là où on n'en parle quasiment jamais, en fait. Lorsqu'on va parler de santé, on va s'intéresser à ce qui se passe d'un point de vue physique, en particulier, avec un rapport très hégémonique à la santé biologique. De l'autre côté, on s'intéresse quand même de manière assez massive à ce qui se passe d'un point de vue psychique. Et le côté de la santé sociale, ça, je dirais que c'est quand même ce qui est le moins investi d'une certaine manière. Or, la lecture qu'on pourrait avoir du documentaire, je ne vous oblige pas à avoir une lecture en particulier, mais c'est ce que moi, ça m'a évoqué, en tout cas en le regardant, c'est en termes de santé sociale. Ouais, mais la santé sociale, c'est quoi? Moi, je résumerai à travers deux éléments qu'on a tendance à reprendre avec les collègues au laboratoire quand on bosse sur ces questions-là. C'est la question de l'inscription et de la participation sociale. C'est-à-dire être en mesure, être en capacité de pouvoir participer à la vie sociale dans tout ce qu'elle peut apporter de bénéfices pour les individus. Et puis, c'est l'inscription sociale, c'est-à-dire c'est aussi la place que je suis en mesure de pouvoir occuper dans cet espace social. Comment je suis inscrit? C'est-à-dire comment je fais partie d'un groupe, d'une communauté, d'un groupe social constitué, et comment je suis en mesure de participer, ça c'est l'autre versant, à la vie de ce groupe. Donc c'est le lien que je faisais tout à l'heure avec cette question de ce qui se joue en termes de socialisation par rapport à ce projet. Donc le rugby, du coup, je ne vais pas beaucoup en parler, parce que le rugby, c'est un prétexte. C'est-à-dire que je ne vais pas être sur la question de l'affrontement, de la virilité, des valeurs qui sont associées au rugby, etc. Parce que cet imaginaire-là, d'une certaine manière, il nous empêcherait de voir quelque chose de beaucoup plus, pas trivial qui se passe, hein, mais qui pourrait se passer. Ça me fait penser un petit peu à toutes ces actions qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans, où on essayait entre guillemets, d'exporter le sport dans les quartiers. C'est-à-dire que vous avez Yannick Noah à l'époque qui venait faire construire des terrains de tennis dans les quartiers. À un moment donné, quand il y a le basketball qui s'est vachement développé, ben on a fait des terrains de basket pour les jeunes dans les quartiers. C'est super, c'est occupationnel, hein, c'est-à-dire qu'on crée de l'occupation. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on crée d'autre? Est-ce que le fait de proposer une activité, de proposer un espace, ça suffit pour que finalement on arrive à un moment donné, pour les populations qui peuvent bénéficier de cette proposition, à faire société autour de cette proposition? Et là, je pense qu'on a un exemple, en fait, un contre-exemple, qui fait que ce n'est pas uniquement la proposition potentielle d'une offre d'activité, etc., mais c'est comment l'activité est reconstruite aussi par les personnes qui sont amenées à construire cette activité. Donc on n'est pas uniquement dans la proposition, on est dans la co-construction de l'activité. Alors je m'égare un petit peu, hein, donc j'avais dit que j'en disais pas trop, mais c'est comme ça que je... À côté de ça, on voit aussi que finalement, cette proposition... Moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est à la fois le rugby, mais c'est le stade aussi. Parce que le rugby, c'est l'activité, et le stade, c'est le lieu. Et du coup, le lieu, c'est-à-dire le stade, c'est là où les gens se retrouvent pour une activité. Donc c'est aussi un autre élément pour aborder ça, et qui fait que... dans ce que je disais en préambule, la question de l'activité en elle-même, c'est-à-dire le rugby, est-ce que c'est un documentaire sur le rugby? Oui. Est-ce que c'est seulement un documentaire sur le rugby? Loin de là. Loin de là. Est-ce que ça aurait pu être un documentaire sur autre chose que le rugby? Je le pense. Mais ça, après, on pourra en débattre dans un deuxième temps. Donc il y a cette idée que le stade, c'est un petit peu un lieu qui investit pour ce qu'on pourrait appeler un destin collectif. Et chacun participe à créer ce qui est de l'ordre de ce destin collectif qu'on est censé partager. Et l'activité sportive, résumée à cette activité de rugby, elle ne peut être pensée que si on la pense à travers la question de l'inscription par rapport à la scolarisation, etc. C'est un projet global, c'est un projet d'ensemble. Ce n'est pas un projet au milieu de quelque part, sans ramification avec tous les autres projets qui sont autour. Et en même temps, si on veut comprendre le projet d'ensemble, il faut toujours avoir un regard sur la société qui est en train de penser ce projet.
Et c'est un des, je trouve, c'est une des lectures qu'on pourrait avoir du documentaire, c'est qu'à un moment donné, ça ne marche qu'à partir du moment où on lui donne du sens et où les personnes à qui on propose ce projet peuvent lui donner du sens. Et là, je crois qu'on assiste justement à ce travail de signification sur vous nous proposez un stade, c'est bien, vous nous proposez une activité, c'est bien, mais ce n'est pas en fait que vous nous proposez, c'est qu'on est en train de construire ce projet ensemble. Il y a un aller-retour qui me semble important aussi par rapport à la question de la condition sociale, c'est-à-dire qu'on peut penser ce projet qu'à partir du moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on se pose la question de la condition sociale des personnes qui sont amenées à penser ce projet. Un petit peu comme si ce stade et cette activité rugby s'inscrivaient un peu comme une métaphore de la vie sociale, quoi. Et des enjeux qui sont assignés à ces groupes, qui sont ces personnes qui vivent dans ce quartier et qui sont aussi dans un travail de dépassement de leurs conditions sociales. Et là, c'est là où j'avais repris un petit peu cette idée de... en fait, il y a une jeune fille qui le dit à un moment donné, quoi, que c'est un petit peu une métaphore de la vie, le rugby, c'est un petit peu comme la vie. Mais là, on peut l'entendre sur ce versant-là, c'est-à-dire que c'est la vie. Et donc, le rugby, c'est aussi un moyen de dépasser ces conditions de vie. Et cette activité, et le stade, le fait de participer ensemble à tout ça, c'est une manière de dépasser ces conditions de vie. Ça ne veut pas dire pour autant non plus que le stade, il se substitue à la vie du dehors. Mais ça, j'en dis pas plus parce qu'il y a des fils conducteurs dans le documentaire et puis on se rend compte qu'effectivement, la vie du dehors, elle existe aussi. Hein. Le rapport entre le dehors et le dedans, d'ailleurs, est assez frappant. Mais ça, je vous invite... J'avais dit que j'en disais pas trop, puis du coup, je t'avais dit de m'arrêter à un moment donné, hein, parce que sinon, après, je m'emporte un petit peu. Et il y a un autre élément, enfin, deux autres éléments qui moi, m'ont particulièrement interpellé. C'est la question de la construction, de la réalisation de soi à travers des projets de ce type-là. On pourrait donner une définition assez minimale du soi. C'est, si on prend par exemple la définition qu'en donnait Med, c'est à la fois notre composante personnelle, notre identité personnelle, notre composante psychologique. Ça, c'est un aspect. C'est l'aspect que souvent on a tendance à mettre en avant parce que c'est ce qui nous semble rendre compte de notre unicité, de ce qu'on est réellement, quoi. C'est-à-dire ce qui nous particularise par rapport aux autres. Et il y a une autre composante qui s'appelle le moi, où là on est beaucoup plus sur la question de l'identité sociale. C'est un petit peu la composante sociologique, c'est l'intériorisation des rôles sociaux. Je trouve qu'on arrive à voir en quoi, à un moment donné, cette conversation entre le jeu et le moi, entre cette part de nous-mêmes qu'on pense unique et cette part de nous qui est aussi, je dirais, quelque chose qui est issu de cette inscription et de cette participation sociale, se retrouve dans un projet de construction pour le soi. Et les filles dans tout ça. Parce que, je ne dis pas ça parce que vous venez d'arriver, hein. On est bien d'accord. Parce qu'à un moment donné, on va voir aussi qu'en filigrane, quand on parle de cette condition sociale, de cette construction de l'identité, de cette conversation entre une identité personnelle et une identité sociale, va s'inviter un petit peu... moi, je l'ai vu comme... je suis désolé, je vous dis comment moi je l'ai vu, puis après on pourra débattre, du coup, pour savoir si on est d'accord ou pas. Je l'ai vu un petit peu comme un grain de sable dans la machine, moi. Cette irruption des filles un petit peu dans l'espace du stade, c'était pas prévu. C'était pas prévu, et elles se sont invitées malgré tout dans cet espace-là. Et c'est là où on peut se dire que finalement, c'est plus que le rugby qui se joue, c'est aussi une société qui se reconstruit. Et puis avec, à un moment donné, ces jeunes filles qui viennent perturber un petit peu l'ordre établi et qui viennent s'inscrire dans une activité qui... Et il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté de la Méditerranée pour penser que le rugby est quand même plutôt un sport de bonhomme, quoi, pour caricaturer. Il suffit de regarder comment on rend compte de l'activité rugbystique pour se rendre compte que c'est quand même quelque chose qui est plutôt construit sur l'ordre de la virilité. Et bien là, dans un pays dont on pourrait penser, tiens, finalement, que les filles s'inviteraient pas nécessairement dans cet espace, etc., ben oui, ça on le retrouve. Donc c'est là où ça nous questionne sur qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans et qu'est-ce qu'elles viennent signifier finalement à travers leur présence, qu'elles ont d'une certaine manière imposée dans cet espace-là. Donc j'en dirai pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup. En espérant que ça laissera aussi un espace de discussion par la suite, quoi. Puis voilà, puis je vous souhaite en tout cas un bon documentaire. Bien, donc nous allons partir de l'autre côté de la Méditerranée pendant 52 minutes et on se retrouve ensuite pour le débat donc, avec Lionel Dany et Rachid Oujdi, l'un des deux réalisateurs du film.
Alors, nous allons pouvoir maintenant échanger. Donc, vous présentez qui vient de nous rejoindre, Rachid Oujdi, qui a réalisé le film avec Grégory Fontana. Donc, pour la petite histoire, Rachid Oujdi, c'est aussi celui qui a réalisé le film des 10 ans d'Images chantées et qui est actuellement pardon, sur un tournage sur les Chibani à Marseille. Voilà, donc écoutez, peut-être, je ne sais pas si vous avez, avant de lancer les questions, si vous avez envie de compléter, Lionel, maintenant que tu peux dévoiler le film. J'en ai beaucoup dit avant quand même. Hein. Après, moi, ce qui m'intéressera, c'est surtout de savoir un petit peu les commentaires qui pourraient venir de la salle, savoir si j'ai totalement fabulé, fantasmé un certain nombre de choses que j'ai vues, ou si on a un petit peu une lecture commune de ce documentaire. C'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, je vous pose une question à vous, monsieur. Vous avez dit durant la présentation que la position de la femme était un grain de sable. J'ai compris ça. Peut-être que j'ai mal compris parce que je me demandais, je vous pose cette question, je la réitère là, parce que je pense que j'ai mal compris. Je ne peux pas penser que vous ayez dit une phrase pareille. Et vous avez bien raison de ne pas le penser. Non, c'est surtout pas ça que je voulais dire, mais peut-être que je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on voit que le projet, au départ, je ne suis pas l'expert du projet, hein, mais c'est plus par rapport au documentaire. En fait, si j'ai bien compris, les femmes, elles n'étaient pas prévues. Et donc, du coup, elles ont constitué un grain de sable, je dirais, dans le rouage qui était prévu au départ. C'est ça que je voulais dire. Ça veut dire qu'elles se sont imposées au projet. Puisque quand on voit cette dame qui est interviewée, qui explique pour ses filles, etc., c'est finalement, mes filles, j'ai été obligé de revenir à la charge, etc., pour qu'elles soient acceptées. Puis du coup, maintenant, il y a des filles. Mais avant, il n'y en avait pas. Donc c'est plutôt sous cet angle-là. Parce qu'on voit bien que du coup, après, ça donne une toute autre dynamique par rapport au projet tel qu'il existe par la suite. Juste par rapport justement aux filles dans le film et dans le cadre de l'association. Aujourd'hui, dans le cadre de l'association, quand on a tourné, nous, avec Grégory, il y avait 250 enfants, autant de garçons que de filles. Et en fait, dans le film, on voit donc Naïma, qui est cette mère de famille, qui a vu en face de chez elle se construire ce terrain. Et comme elle le dit très bien, elle n'a que des filles. Donc on est au Maroc, une culture arabo-musulmane, même s'il y a aussi empreint de culture berbère et de plein d'autres cultures tribales au Maroc. Et donc quand une femme dit, et elle dit très fortement, voilà, moi qui n'ai que des filles, la pauvre famille qui n'a que des filles, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Tout ce que ça veut dire dans ce type de société. Et donc, elle s'est battue pour que ses filles puissent être inscrites au même titre que les garçons. Et au début, il n'y avait que ses filles qui étaient inscrites. Aujourd'hui, il y a autant de garçons que de filles. Et ce qui est très important aussi dans le cadre de ce projet, c'est que vous l'avez vu dans le film, et c'est la réalité, ce sont les jeunes qui s'occupent du terrain. C'est eux qui font pousser. S'il y a besoin d'un coup de peinture, c'est eux qui vont le faire. Le terrain, il est à eux, quoi. Et personne ne viendra y mettre son grain de sable ou son grain de sel, comme on veut. C'est leur terrain, ils se le sont appropriés, quoi. Et justement, ce que les politiques n'arrivent pas à faire à l'extérieur, à savoir, comme le dit le jeune Nabil, on nettoie pas les rues, n'importe qui jette ses poubelles, sauf quand il y a la visite d'un officiel. Sur ce terrain-là, en fait, quand on rentre à l'intérieur, il y a des règles, et ça les structure vraiment, quoi. Peut-être, Lionel, tu veux compléter un peu justement sur cette question-là, il y a quelque chose qui m'a frappé, je ne sais pas si ça vous a frappé, c'est vraiment cette différence entre un espace et un autre. Il y a ce qui se passe à l'intérieur, un espace qui est totalement préservé, qui est totalement investi, et puis de l'autre côté, un espace. Alors, c'est un peu dans l'entre-deux, parce qu'il y a des espaces parce qu'à l'intérieur des maisons, ce n'est pas le cas. Donc il y a la maison, qui est un espace à part, par rapport aux images que j'ai vues. Et puis il y a la rue, et puis il y a cette frange qui est juste à la limite du stade, où on a l'impression que là, c'est finalement un petit peu abandonné. Et tout se passe de l'autre côté. Alors, moi, la question que je me posais, du coup, c'est moi qui vais mettre mon grain de sel et mon grain de sable par la même occasion. Je me dis, mais tel que c'est vécu par les personnes qui vivent là-bas, moi c'est plus une question que je me pose parce que je pense que vous avez cette connaissance, c'est est-ce que ça ne crée pas du coup un espace, un îlot qui a l'air très préservé et est-ce que ça ne crée pas potentiellement aussi parfois des tensions par rapport à ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors?
Parce qu'il y a ceux qui sont dedans et qui sont à la fois dehors, et il y a ceux qui sont uniquement dehors et qui ne sont pas dedans. Alors nous, quand on a été tourné pour la première fois, en fait c'était en repérage, on est parti 5 jours, et de ce repérage on a ramené 10 heures d'images avec déjà de nombreuses interviews, et ça correspondait en fait à la rentrée, puisque ça fonctionne, c'est calqué sur l'école, donc de septembre à juin, et quand on est arrivé, en fait on savait que donc il y a 250 enfants maximum, au moment où on a tourné c'était 250, aujourd'hui ils sont passés à 330. Et en fait, ils prennent toujours des enfants en plus sur liste d'attente, donc ils essayent de 30 maximum. Sauf ils se disent que peut-être certains ne vont pas venir le jour de l'inscription, parce que le jour de l'inscription, il faut vraiment être là, présent, quoi. Et nous, on a vu ce premier jour-là, et c'est là où on s'est dit, oh, il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se jouer. Des enfants frappaient leur mère, mais de rage, parce qu'en fait, la mère arrivait avec l'enfant et l'instituteur ou les entraîneurs, éducateurs leur disaient ben non, on est complet, ben oui, vous étiez sur la liste d'attente, mais il n'y a pas eu de désistement, voilà, c'est trop tard. Et l'enfant pleurait parce qu'il n'allait pas faire partie de cette association, il n'allait pas faire partie du dedans, il allait rester que dehors. Et il faut savoir que ce projet a été inventé, un projet pilote. Et ça se multiplie dans beaucoup de pays d'Afrique, mais ils n'arrivent pas à avoir... ça ne fonctionne pas comme là. Et c'est là où effectivement ça devient très intéressant. Pourquoi là ça a si bien fonctionné avec les gens du quartier, alors qu'ailleurs ça ne peut pas, enfin ça ne fonctionne pas aussi bien. Et maintenant avec le recul, ça ne pourra pas fonctionner aussi bien. Ah, peut-être Lionel, tu peux nous éclairer sur qu'est-ce qui fait que ça fonctionne là, parce que c'est vrai que sur les autres lieux où il y a eu ces tentatives, ça n'a pas fonctionné. Moi, c'est l'hypothèse que j'avais tout à l'heure, en fait, que j'ai un petit peu exposée avant le documentaire. C'est la question de la construction commune, quoi, de la référence. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu, entre guillemets, exporter quelque chose en un lieu qui était déjà constitué. Et c'est pour ça que ça m'a fait écho un petit peu à tous ces dispositifs, parfois, que l'on pense sur les quartiers ou ailleurs, hein, où on veut, à un moment donné, je dirais, créer de l'activité, combattre l'oisiveté, combattre la violence par le sport, combattre la violence par le fait de mettre en place des cours de boxe. Enfin, j'ai toujours trouvé ça un petit peu parfois paradoxal. C'est-à-dire, on crée de l'activité et comme si l'activité finalement se suffisait à elle-même. Hop, on est dans l'occupationnel. Et je trouve ça un petit peu bizarre comme projet finalement, alors que là on n'est pas dans l'occupationnel, on est dans l'éducationnel. D'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est porté, et en même temps, ce lieu, il se construit en même temps que se construit la vie. Moi, le fil conducteur que j'aime bien, c'est le monsieur qui fait les fondations de sa maison. En fait, c'est ça, le monsieur qui fait les fondations de sa maison, en même temps que le projet se déroule, eh ben lui, il participe au projet, finalement, en apportant une pierre de plus à l'édifice de construction de cet espace collectif. Mais j'aime bien cette image, sur effectivement, ce monsieur qui est en train de construire, rien n'est anodin dans le film. Hein. Tout ce qu'on y met, voilà, il y a plein de petites choses ici et là, et donc le fait de soulever, voilà, ce monsieur qui est en train de construire, ça me parle. Donc voilà, ça va faire plaisir aussi à Grégory, on est très content. Mais du coup, en fait, par rapport à l'introduction, c'est étrange. D'entendre quelqu'un parler d'un travail qui a mis du temps pour Grégory et moi. En entendant Lionel tout à l'heure, du coup, on se sent un peu plus intelligent. Voilà. Enfin, nous, par rapport au film. Voilà. J'espère que je provoque le même effet à tout le monde. Hein. Parfois, j'avoue que j'ai un doute, donc ça me ferait plaisir. Oui, une autre réaction ? Oui, non, c'est une toute petite remarque, mais j'ai trouvé intéressant que ce ne soit pas un projet qui s'adresse aux enfants qui soient déscolarisés et du coup dans la rue, mais qu'au contraire, on ne peut postuler à l'association que si on est assidu à l'école publique. Et on comprend aussi qu'au début, il n'y avait pas l'école publique aussi. Donc je me demandais à quel moment quand le papa qui n'a que des filles et qui est noir, là, voilà, il explique que lui, quand il est arrivé, avant de faire venir sa famille, il n'y avait pas l'école non plus, quoi. Mais... Il n'y avait rien, en fait. Y a la petite boutique qu'on aperçoit dans le film à un moment, la première fois où on l'a tourné, parce qu'on l'a tourné entre
septembre et juin. Parce qu'au début, on était un peu ambitieux. On voulait en fait y retourner toutes les 6 semaines pour voir l'évolution de certains nouveaux, quoi. Voir si entre septembre et juin, s'il y avait une évolution. Après, on a revu nos prétentions à la baisse parce que d'un point de vue financier, c'était pas jouable. Mais la petite boutique où on voit Fatima, donc la jeune fille qui va boire son Coca-Cola comme une adolescente avec ses fausses Ray-Ban et son Coca-Cola, au début, elle n'existait pas quand on a tourné la première fois. C'est-à-dire que vraiment, c'était un bidonville. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, rien, pas tout à l'égout, etc. Au moment où on tournait, il n'y a pas de ramassage d'ordures. Hein. Le soir, c'est un peu raide, dans le sens où les sacs sont mis en fait devant les maisons et brûlés. Voilà, avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un quartier qui est qui est en pleine évolution. C'est on va dire une ville nouvelle. Et en fait, tout se construit effectivement en même temps. Et par rapport à des projets où on calque, effectivement, on va faire du sport ici ou là, ça ne peut pas marcher parce que la structure existe déjà et ce n'est pas quelque chose qu'on a construit ensemble. Moi, je voulais faire un lien avec Image Santé. Et au sujet de ce qu'on appelle l'éducation à la santé. L'éducation à la santé, ce qui consiste en une projection de professionnels dans des établissements scolaires généralement, et pas seulement d'ailleurs, aussi sur d'autres lieux où des jeunes sont, et apporter une espèce de bonne parole au sujet de la santé, donc au sujet de la sexualité, du cannabis et répétitable, si on peut dire. Moi, j'interviens souvent. Je suis psychologue social aussi, hein, comme Daniel. J'interviens souvent. Enfin, je défends l'inscription de l'action dans évidemment l'école, mais au-delà de l'école. Parce que très souvent, on est amené à coller, à venir comme ça, parachuter. Par les financeurs, par le mode, l'organisation telle qu'elle est conçue. On nous fait intervenir comme ça, on sort notre batterie de cuisine, là, on dit voilà ce qu'il faut penser, et on s'en va, sans s'inquiéter de ce qui se joue pour le public qu'on rencontre. Y compris pour les gens qui les encadrent, sans s'inquiéter de ce qui se joue entre eux d'ailleurs, hein, le public et les gens qui les encadrent, et sans s'inquiéter non plus de ce qui se joue pour ce public dans leur milieu de vie. Hein. Et moi, de plus en plus, je cherche à travailler avec tout cet ensemble. C'est-à-dire que et de n'être qu'un maillon d'une chaîne. Donc de faire naître cette chaîne. Et je trouve que dans ce film, ça apparaît. Hein, tout tient parce que tout est enchaîné, en fait. Et ça fait un effet, et ça produit quelque chose sur les gens. Alors les filles en sont même carrément épanouies. Parce qu'il y a cet enchaînement qui fait sens, en fait. Hein. C'est une chaîne de sens, finalement. Pour rebondir sur cette idée, ce qui a été dit avant, moi, ça me fait penser à l'idée d'un contrat social. Ils se sont mis d'accord sur un contrat social. Ce n'est pas un projet substitutif, c'est un projet contributif. C'est-à-dire que votre projet de vie, il existe par ailleurs. Nous, on rajoute quelque chose à ça. Et ça, ce stade, les règles qui régissent, le mode de fonctionnement, etc., c'est un élément de plus pour arriver au projet qui est déjà le vôtre. En fait, on ne vient pas se substituer à quelque chose. On vient contribuer à ce qui devrait déjà être votre projet, et on l'entend, je trouve, assez bien dans les familles, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est que les gamins réussissent, en fait. On a envie qu'ils aient une vie comme les autres, etc., puis on souhaite le meilleur pour eux. Donc le meilleur pour eux, de toute façon, c'est très normatif de le penser. Enfin, généralement, c'est rare qu'on pense le moins bien pour ses enfants ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin non plus d'aller dans un autre pays pour penser comme ça. Enfin, généralement, on souhaite que ses enfants réussissent. Bon, ou alors, après, ça pose d'autres problèmes sinon. Donc, à un moment donné, c'est juste en quoi ce projet supplémentaire vient contribuer à ce projet d'ensemble. Et c'est ça, je trouve, qui est assez intéressant, parce que sur la critique que je faisais tout à l'heure, qui est peut-être un peu facile, mais quand je propose des activités à côté, est-ce qu'elles viennent en contribution ou est-ce qu'elles viennent en substitution? Quand je sors un gamin de l'école, parce que justement, il ne vient pas à l'école, généralement, les gens, ça les fait rire. Je sors un gamin de l'école parce qu'il ne vient pas à l'école. C'est-à-dire que du coup, je l'exclus parce qu'il ne vient pas. Donc du coup, je le punis. Ouais, parce que pour lui, c'est une punition de ne pas venir alors que d'habitude, il ne vient pas.
Et là, du coup, c'est quoi? C'est une valeur éducative comme mode de fonctionnement. Donc, on substitue en fait à son absence, mais là qui est régie par les règles finalement de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que je propose des activités à un moment donné à des gamins d'un point de vue éducatif, mais en contrepartie de quoi? C'est là tout l'enjeu, je trouve, qui émane en tout cas, et qui fait réfléchir hein, par rapport au documentaire qu'on voit, c'est comment ça s'inscrit dans un projet qui dépasse le projet lui-même. C'est pour ça que j'introduisais tout à l'heure en disant, finalement, le rugby, c'est pas qu'on s'en fout, mais est-ce que c'est une question de rugby? Ou est-ce que si ça avait été, je sais pas, allez, partons carrément ailleurs, je sais pas, une école du cirque, c'est un exemple fictif, est-ce que ça aurait pu, donc ça veut dire, est-ce que ce sont les valeurs intrinsèques de l'activité, c'est-à-dire le rugby a des valeurs, etc., tout ça, mais ça nous parle à nous. Est-ce que ça parle véritablement? Moi, j'ai pas beaucoup entendu parler des valeurs du rugby, par ceux qui ont joué, les plus anciens. Les gamins, ils ne parlent pas nécessairement des valeurs du rugby. Ils parlent des valeurs qui régissent le fonctionnement au niveau du stade. Les règles qui ont été construites à un moment donné pour l'association, pour fonctionner ensemble, pour vivre ensemble. Donc c'est le vivre ensemble qui est construit, ce n'est pas l'activité qui construit le vivre ensemble. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de contrat, en fait, qui se construit. Si j'adhère au contrat, du coup, après, l'activité, c'est un bonus dans tout ça. Mais est-ce que c'est uniquement le rugby? Moi, c'est la question que je me suis posée la première fois que je l'ai vu. Et je continue à me la poser. Je n'ai pas nécessairement de réponse par rapport à ça. Mais si je substitue à un moment donné le cirque au rugby, est-ce que j'arrive au même résultat? C'est une question que je... Alors le cirque par rapport au rugby, alors le cirque c'est encore différent parce que là on est dans une discipline artistique, donc tout ce qui est lié à la créativité c'est encore différent. Mais si on reste dans un sport collectif, en fait quand on est parti au début avec Grégory, lui disait que en fait si ça fonctionne, ça ne peut être uniquement lié qu'aux valeurs de ce sport, donc les valeurs fortes que sont celles du rugby. Et moi, j'avais ce point de vue-là. Et quand on est parti, au fur et à mesure du temps, je rejoignais l'idée de Grégory et lui rejoignait la mienne. Et moi, je pense sincèrement que si c'est du cirque, c'est la créativité. Là, on est voilà, dans de l'artistique. Mais si on reste sur un sport collectif, il est un fait que les valeurs du rugby sont fortes. Chacun a sa place sur le terrain. Au rugby, chacun a besoin de l'autre. Et on peut voir, que ce soit chez les garçons, chez les filles, qu'on voit dans le film, le petit, le gros, le grand, enfin tout le monde devient coéquipier. Et nous, on trouvait que du coup, ça devenait une très jolie métaphore de ce dehors, de cet extérieur. Si on veut avancer dans notre société, c'est ensemble qu'on les fait. Et il ne faut pas regarder justement le petit, le grand, le gros, le beau, le pas beau. Puis ce qui est beau, c'est complètement subjectif. Et il y a quand même des valeurs fortes avec cette discipline. Si on prend un autre sport collectif, football ou autre, je ne suis pas sûr qu'on arrive au même résultat. Et à l'intérieur, ils sont... Je ne dis pas que c'est militaire, mais c'est très... Il y a des règles, quoi. Voilà. Et les règles de cette discipline sportive, elles sont déjà fortes. Le football aujourd'hui, c'est un peu, c'est d'abord le business. On va dans les quartiers, on demande aux gamins s'ils veulent faire du foot. Oui, ils pensent faire du foot pour gagner de l'argent. Ils ne pensent pas faire du foot parce que c'est un sport qui leur plaît. Le rugby, il y a une philosophie quand même. Voilà. Je pense que par rapport à ce sport collectif, mais ce ne sont pas uniquement les valeurs du rugby qui font que le projet fonctionne. C'est vraiment, mais il faut à la base quand même apporter une discipline avec des règles fortes, quoi. Et puis surtout pour eux, vu d'ici on ne se rend pas compte, quoi, mais vous avez vu le quartier, quand le rugby est arrivé, pour eux le rugby c'était exotique, quoi. Bonsoir. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, comme vous le disiez au début, dans une culture arabo-musulmane où la femme a sa place et les hommes ont leur place, à travers ce qu'on peut recevoir par le rugby, le vivre ensemble, le construire ensemble, c'est intéressant de voir que les filles ont pris leur place. Et ça a permis cette mixité. Et voilà, où chacun a pu... on voit la jeune fille qui disait « Moi, je ferai le rugby, si mon mari n'est pas content, je frappe ». Donc, il y a une vraie révolution. Autant ça a commencé par la mère en voulant intégrer ses filles à ce sport complètement masculin. Et au final, où il y a autant de filles, comme tu le disais, Rachid, autant de filles que de garçons. Et voilà, cette mixité réussie au niveau du quartier et au niveau de la société maintenant, d'ailleurs. Voilà.
Alors, je suis contente parce que j'attendais une question sur la fille. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a personne qui y réagit. Et oui, bah oui, 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 oui. Alors que bon, quand même, on a quand même des représentations sur les relations garçon-fille dans une société arabo-musulmane. Donc ça vient quand même chambouler. Non, 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 personne. Tout le monde trouve ça normal. Bon, donc moi, effectivement, ça m'a. Je peux un petit peu rajouter. Voilà, moi, ça m'a au début questionné ce qui se passait là sur ce terrain. Parce que je connais quand même un peu le Maghreb et ça se passe pas comme ça. Donc c'est vrai que ça m'a questionné et je me suis demandé, donc je vais vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce qui fait que on arrive à dépasser à un moment donné des choses qui sont quand même ancrées dans la façon de vivre. Est-ce que justement ce qui se passe là dans la construction de ce projet, ça ne permet pas de reléguer à l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'en fait les intérêts varient en fonction de ce qui se passe et de ce que l'on peut retirer comme bénéfice d'une certaine activité? Moi, j'ai un regard plus pessimiste sur tout ça. Parce que on a tout un ensemble parfois de modifications dans la société ou à travers des exemples comme ça, où on a l'impression que d'un seul coup, c'est comme si les frontières du genre, hein, le sexe social, le fait qu'on est identifié, parce qu'on a un sexe biologique, on serait identifié à tel ou tel type de rôles sociaux. Enfin, je ne vais pas vous refaire le débat qu'on a depuis quelques mois quand même, dans un pays soi-disant égalitaire concernant les questions de genre, de sexe, etc. J'ai l'impression qu'il faut, moi c'est mon côté peut-être un peu pessimiste sur la question, mais toujours se dire, est-ce que véritablement j'assiste à une transformation? Est-ce que c'est des nouveaux modèles qui se mettent en place en termes de régulation des rapports entre les hommes ou les femmes, potentiellement dans ce cadre-là, qui est un cadre d'exception? Ou est-ce que c'est justement parce que c'est un cadre d'exception que ça permet, à un moment donné, une certaine, je dirais, porosité par rapport aux règles qui habituellement régissent le rapport entre les hommes et les femmes, mais c'est bien parce qu'il y a exception que ça permet que ça fonctionne comme ça. Or, est-ce que ça remet totalement en jeu le mode de fonctionnement des groupes sociaux de manière beaucoup plus globale? Là, je suis un peu plus pessimiste sur la question. À la fin, je trouvais assez intéressant ces jeunes filles qui disent les garçons, ils viennent nous tester pour voir si on est assez forte. Comme s'il y avait un défi qui était lancé, quoi. Vous êtes en train, vous les filles, de nous lancer un défi. Comment ça? Vous avez du muscle, vous avez des épaules, vous venez quoi? Vous êtes des hommes comme nous? Vous pensez sincèrement que vous pouvez être des hommes comme nous? On va voir ça. Donc on va vous chercher, on va se battre ensemble, et puis on va vous montrer qu'on est des mecs. C'est là. Cette question de la frontière entre ce qui fait le féminin et le masculin, nous, on la regarde parfois d'un point de vue très occidental, etc. Mais en fait, les mécanismes sont les mêmes, quels que soient les pays dans lesquels on va l'appliquer. On a l'impression qu'on gagne sur certains droits, on a l'impression que d'un seul coup, les frontières s'abolissent. Dès qu'il y a un enjeu, dès que le symbolique va rentrer en jeu, les frontières se remettent en place. Je vous renvoie à tous les débats qu'on a actuellement. On était, peut-être pour un certain nombre d'entre nous, persuadés qu'on était dans un pays progressiste. Moi, je ne faisais pas partie des gens qui le pensaient. À partir du moment où vous tapez les symboles, où vous jouez sur les symboles, prenons le mariage, c'est un exemple fictif, hein. Prenons le mariage. À partir du moment où vous activez une réflexion sur les symboles, c'est l'idéologie qui prend le dessus. Et à un moment donné, l'idéologie, c'est le moteur aussi à replacer les frontières. Alors après, par des phénomènes de naturalisation, on va dire que c'est naturel en fait, hein, comme mode de fonctionnement. Donc c'est pour ça que moi je suis un peu plus pessimiste, pas sur le fait que c'est pas intéressant et que ça vient pas justement bouleverser un petit peu les cadres établis, mais c'est que les cadres établis, il leur faut beaucoup plus de temps que ça pour évoluer ou pour se transformer. Je serais moins pessimiste, mais c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le cadre des gens, dans le sens où avant que cette structure s'installe, donc on l'a déjà évoqué, le quartier était en évolution, mais il n'y avait rien. Moi, je ne veux pas être dans le cadre du genre. Je veux juste évoquer le fait que, avant que ces associations s'implantent, il n'y avait rien. Et le fait de se réinscrire à l'école pour faire partie de l'association, c'est déjà un accès à l'éducation. Le fait que ces filles, à travers le sport, pas que les filles d'ailleurs, c'est tous ceux qui sont inscrits à l'association, voyagent dans le pays,
ils voyagent où leurs parents, certains dans les familles, ils ont fait que 30 km. Ça veut dire qu'ils viennent de la montagne et ils arrivent dans ce quartier-là. Ils n'ont jamais voyagé comme leurs gamins ont voyagé. Nabil, l'un des jeunes qu'on a rencontré, il est même venu en France. Il a été au Stade de France voir un match. Donc il sort du pays. Donc c'est aussi une ouverture. Bon, c'est peut-être juste une petite goutte d'eau, mais pour ces filles, je trouve qu'on n'est pas encore vers l'émancipation, mais elles ont goûté à autre chose. Donc à partir du moment où elles ont commencé à goûter à autre chose, et c'est là où ça serait intéressant qu'on y retourne peut-être dans 5 ans pour les rencontrer, ces grandes-là, savoir ce qu'elles sont devenues. C'est déjà l'ouverture vers un ailleurs, et peut-être qu'effectivement il y a des choses qu'on met de côté. Est-ce qu'après les codes vont se remettre en place? J'en sais rien, mais à ce moment-là, on fait rien. Enfin voilà, là il y a quand même, elles ont goûté à quelque chose, donc peut-être que si sur l'ensemble des filles, il y en a une seule qui décide dans cette société-là d'aller en ville pour poursuivre ses études, ce qui se fait pas beaucoup au Maroc, toute seule, en ayant un appartement, toute seule, s'il y en a qu'une dans le lot, c'est déjà une révolution. Voilà, faut y aller doucement, doucement, quoi, mais il y a quelques années qui auraient dit que des filles au Maroc allaient jouer au rugby, quoi. Ça n'existe pas depuis longtemps, donc il faut y aller doucement, quoi. C'est juste goûter à quelque chose et ça ne veut pas dire forcément y aller complètement, quoi. Mais ça décloisonne en tout cas. Oui, bonjour, Ludovic. Je ne crois pas que c'est du pessimisme, c'est du réalisme. Enfin, les structures sociales ont toujours évolué lentement et c'est peut-être mieux comme ça. Parce que quand elles évoluent trop rapidement, ça bouleverse vraiment trop d'habitudes. Mais moi, je pense quand même qu'il y a... les jeunes filles l'ont bien dit quand elles disaient que c'était ou l'école ou la maison, ou l'école ou la maison. Il y a quelque chose de très binaire et d'un coup, on leur permet de faire un écart. Et il y a un élément tiers qui arrive. Et ce qui m'a surpris aussi, et c'est avec un petit œil de sociologue, je trouve que les garçons, ils savent très bien faire équipe. Et on ne donne pas assez l'opportunité aux filles de faire équipe. Et là, ce que j'ai vu, c'est une équipe de filles. Et ça, je trouve que c'est, pour le coup, assez révolutionnaire. Parce que d'un coup, elles sont ensemble et elles ne sont plus alpaguées ou à l'école ou dans leur famille, où finalement, on les isole les unes des autres, en fait. Donc je trouve que quand même, il y a quelque chose de très beau qui se passe, quoi. Donc c'est moi qui dois être trop pessimiste, alors. Ça doit être mon regard en fait en termes d'histoire, en me disant mais comme le temps est long, en fait, c'est une manière un petit peu de prendre du recul aussi par rapport à des situations parfois qu'on analyse à un niveau très micro-social. Il se passe quelque chose à un endroit, et donc du coup, on a tendance aussi à se dire ce qui se passe à cet endroit, ça peut être un exemple de ce qui peut se passer ailleurs, ou de ce qui se passera ailleurs, ou de ce qui pourrait se passer ailleurs, etc. Et de l'autre côté, c'est pour ça que moi, c'est une manière un petit peu, non pas de dire c'est pas bien, ou il faudrait pas, ou alors il n'y a pas d'espoir, c'est de freiner peut-être un petit peu l'enthousiasme en disant attention, d'une certaine manière, dans certaines conditions, ça peut fonctionner, dans certaines conditions, ça peut revenir en arrière parce qu'il y a des enjeux, je dirais, plus importants qui vont apparaître, etc. Mais que, en même temps, effectivement, si on regarde dans le temps, on peut que souhaiter, en tout cas, que ça y participe. Ça, c'est certain, au changement. Je voulais simplement dire qu'au départ, on voit, Nabil dit au cours de la conversation que quand il est arrivé, on lui jetait des pierres et que c'était un marginal. Et ensuite, c'est sa femme qui demande, justement parce qu'elle n'a que des filles, qu'elles soient intégrées dans l'association, et elle le revendique plusieurs fois. Et puis petit à petit, il y a plein d'autres jeunes filles qui vont venir prendre place dans cette association. Et finalement, ça fait pas mal de changements. Et on sait que le changement est toujours le fait des minorités, et en général des femmes et des marginaux. Alors même s'il est que temporel ou conjoncturel, ce changement, c'est quand même un changement et qui peut effectivement enrayer un peu la machine et donner des idées aux autres. On est bien d'accord que le changement par les minorités, c'est quelque chose qui marche très très bien également. Hein. C'est pas que le majoritaire qui fait changer les choses. Hein. C'est aussi la consistance des projets qui sont portés par les minorités qui font changer la société. Oui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette mère, quand même, on ne sait pas à qui elle s'adresse, elle, dans son histoire. Quand elle dit « mes filles, il faut qu'elles s'émancipent ».
Moi, j'ai envie de dire, elle est vraiment il y a un effet de miroir, du symbolique fort là quand même. Et ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, c'était comment vous est venue l'idée de faire ce film? Alors, l'idée du film. Alors, donc Grégory et moi, on se connaît depuis de nombreuses années. On était ensemble à Radio France. Lui à la rédaction et moi au programme, donc lui journaliste et moi animateur. Et puis, donc, pendant toutes ces années, même après, quand il est parti à RMC, etc., enfin, on est resté toujours en contact, on est devenus amis, quoi, et ça faisait très longtemps qu'on se disait, un jour, on fera quelque chose ensemble. Mais on ne savait pas quelle forme ça allait prendre, quoi. Et après RMC, donc, Grégory est parti vivre au Maroc pour travailler sur Radio Medi 1. Et au moment où il est parti au Maroc, il y a eu Skype. Enfin, d'un point de vue informatique, les choses ont un petit peu évolué. Donc, on communiquait souvent par Skype. Et on est même allé le voir là-bas à Tanger. Et en dehors de son travail, donc, il s'intéressait. Il avait donc cofondé avec des gens qui étaient des Marocains, des expatriés à Tanger, l'ART, donc l'association de rugby de Tanger. Pour, au début, c'était de façon un peu informelle. C'était pour les gamins des quartiers défavorisés, apprendre un petit peu les valeurs du rugby, mais c'était sur la plage, quoi. Voilà, c'était de façon informelle, ça s'est très vite structuré. Ils ont organisé un tournoi de rugby à 7, et très vite, il s'est retrouvé comme ça dans le milieu du rugby au Maroc. Voilà. Il a été le responsable de la communication de la CAR, donc, qui est la Confédération africaine de rugby, donc il a fait plein de choses dans le cadre du rugby, alors qu'il ne pratique pas du tout le rugby. Voilà, c'était juste comme ça. Et un jour, il me parle de cette association-là, en disant qu'il a été voir sur place et que c'est assez... Donc je me rappellerai toujours de ça, j'étais au bureau, j'étais par Skype, je ferme les yeux, j'essaie d'imaginer le lieu, les gens, etc. Et je lui dis, Greg, il faut qu'on fasse un film. Il m'a dit, ok, banco. Voilà, c'est comme ça qu'est partie l'idée. Voilà. Voilà. Une dernière question. Je voulais revenir sur ces femmes, ces filles qui jouent au rugby. Et en fait, je me disais, mais oui, c'est un effet d'opportunité parce que s'il y avait eu du rugby et de la danse de proposer, je suis persuadé qu'on aurait eu les filles qui seraient parties à la danse et les garçons au rugby. Donc, vu qu'il n'y avait rien du tout et qu'il n'y avait que cette possibilité, eh bien, on a eu le droit à cette belle expérimentation. Du coup, comme vous l'avez dit, le rugby, c'est des valeurs autour de la virilité. Et donc, on a eu ces filles qui ont pu accéder à ces valeurs de la virilité, donc développement musculaire, et puis à un moment, ça permet nous aussi de nous interroger, aussi en France, sur la place de la femme. Qui fait du rugby en France, c'est que les hommes, ou quasiment, ou à part à Toulouse et dans le sud-ouest de la France. Et on a ces stéréotypes avec les femmes qui sont douces, tendres, délicates, ont toujours peur, ont besoin d'être protégées par l'homme, doivent être élégantes, etc., etc. Et du coup, effectivement, c'est un très beau projet et c'est très intéressant de voir ces femmes qui finalement arrivent à sortir de tout ça. Mais je me disais, c'est de l'émancipation ou c'est adhérer aux valeurs de la virilité? Et en termes de questions et d'ouverture, je me disais, mais si on avait eu non pas une association de rugby, mais une association de danse qui était venue, est-ce qu'il serait passé exactement la même chose ou est-ce que ça aurait marché ce projet-là? À savoir qu'une association de danse, on n'inscrit que des filles et une famille qui est à côté dit « moi je n'ai que des garçons, qu'est-ce qu'on va devenir si on ne fait pas de la danse ?» C'est pour questionner vraiment les valeurs qu'il y a derrière tout ça. Et finalement, c'est que c'est des valeurs dominantes. On est encore sur de la domination masculine. Et du coup, on est en train de se dire c'est super parce que les filles y accèdent, etc. Mais si ça avait été quelque chose autour de valeurs de la féminité, qu'est-ce que ça aurait donné? Notre rêve d'émancipation, si tant est qu'on ait le même rêve d'émancipation pour les hommes et pour les femmes, ce serait de se dire, à un moment donné, dans le documentaire, on entend quelqu'un qui dit « elle joue comme des hommes, elle joue comme des garçons. Et quand elle joue, je ne fais pas la différence. » Alors moi, je suis désolé, j'aimerais bien que justement on fasse la différence et qu'on dit « elle joue comme des filles ». Et quand je dis « elle joue comme des filles », j'ai pas l'impression qu'elle joue comme des mauviettes. J'aimerais juste entendre, en fait, elle dire « elle joue comme des filles ». Et jouer comme des filles, en fait, c'est un point de référence pour bien jouer au rugby. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas assez viril ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je me permettais tout à l'heure de revenir sur ça, parce que la question après peut se poser. Alors je ne sais pas quelle place occupe la danse, ou pourrait occuper la danse dans ce quartier, mais du coup on voit bien que dès que la proposition est faite de dire la danse, est-ce que les garçons du coup iraient? Parce qu'on pourrait se poser la question, en termes de... Il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, il n'y aurait que celle-là. Du coup, est-ce qu'ils sont capables, eux, de faire un trajet? Parce que le trajet est toujours beaucoup plus long de l'autre côté.
généralement. Donc, est-ce qu'il serait capable? Faut monter un projet. Alors, la psychologue clinicienne a envie de réagir sur, justement, quand il dit sur le terrain, on est tous pareils. Je dirais c'est du déni. C'est-à-dire qu'en fait, il refuse de faire la différence. Parce que si, tout à coup, il acceptait d'avoir en face de lui des filles, ben, certainement que les choses ne pourraient pas se passer de la même façon. Donc, en fait, il dénie cette différence entre les garçons et les filles pour que ça puisse se passer comme ça se passe. Ah, nous avons une dernière question, là-bas. Juste Attends, Isabelle, prends le micro. C'est pour que mon camarade Grégory puisse avoir un retour de tout ce qui s'est dit. Voilà. Oui, dans le film, il va plus loin. Il ne dit pas il y a une équipe de filles et une équipe de garçons. Il n'y a qu'une équipe de garçons. Il n'y a que des garçons. Il ne dit pas on est tous pareils. Il dit il n'y a que des garçons. Non, il ne dit pas exactement comme ça. En plus, la traduction est judicieuse et en même temps, il dit en arabe. Il dit quand on joue des garçons contre les filles, c'est comme si il n'y avait que des garçons. Parce qu'il pourrait dire, quand on joue les filles avec les garçons, c'est comme si qu'il y avait que des filles. Non, là, c'est pas possible. Et donc, par rapport à la danse, alors, je trouve ça super intéressant. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fêtes et de mariages. D'ailleurs, on voit une petite boum improvisée dans le film où les garçons vont danser avec les filles. C'est très soft. Et puis là, ils sont adolescents. Quand ils seront adultes, les femmes danseront d'un côté et les hommes de l'autre. Donc là, pour casser les barrières, je n'ai que des garçons. Est-ce qu'ils peuvent faire de la danse? C'est beaucoup plus difficile, à mon avis. Bien, alors je crois qu'on va conclure. Et pour la conclusion, je vais vous laisser la parole chacun à votre tour. Alors, ça, c'est le moment le plus compliqué, en fait. Oui, comment conclure? On a dit beaucoup de choses, etc. Mais simplement, voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, c'est surtout... ce que je trouve qui est intéressant, c'est de rester sur le côté expérimentation, quoi. Et, l'expérimentation, et de toute façon... et de revenir aussi sur la question de la condition sociale qu'on a un petit peu oubliée après par la suite, c'est que ce qui se joue là aussi, c'est la question de la précarité sociale, quoi. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont en situation de précarité, on voit bien qu'ils ne vivent pas dans les quartiers les plus privilégiés, et que du coup, ce qui est proposé comme espace, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même signification, ça n'a pas le même enjeu. Si je reprends la remarque qui a été faite, effectivement, il n'y a rien, on me propose ça, ça j'y vais. Parce que ça, c'est un moyen de... Bon, on verra ce que ça donne. Après, tout à l'heure, quand je parlais du côté substitutif, il ne faudrait pas, comme on retrouve, nous, dans certains de nos quartiers, le fait que, du coup, je ne suis pas en mesure de pouvoir réaliser tel type de rêve, donc du coup, je vais me désengager de ces rêves-là possibles, et notamment, par exemple, la réussite scolaire, pour m'engager sur le football, parce que, soi-disant, des mecs comme moi, ouais, dans le football, ça va fonctionner, ou alors dans la mode, ou alors dans tel truc, mais par contre, faire l'ENA ou faire des études universitaires, ça, par contre, ça ne marche pas. Et par contre, on est très, très bon pour rationaliser les choix a posteriori, après. Hein. Non, mais j'ai fait ce choix parce que je ne suis pas fait pour ça. Donc, d'avoir une lecture un peu plus sociale sur les enjeux qui sont liés là en termes de participation, d'inscription, plutôt qu'une lecture individuelle. Est-ce que c'est vraiment le choix d'une personne à un moment donné que de participer à, par exemple, est-ce que je vais faire du rugby parce que j'aime le rugby? Est-ce que je vais sur ce stade parce que je veux participer à ça? Ou est-ce que j'y vais parce que aussi j'appartiens à une communauté pour laquelle, à un moment donné, ça a du sens quand même, tout ça, ce qui est proposé. Il y a une nécessité aussi, finalement, qui s'exprime. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste, alors pour conclure, il y a une chose qui me semble moins importante, parce qu'on a beaucoup parlé du dedans et du dehors, mais nous, ce qui nous plaisait avec Grégory aussi, c'est le dedans et le dehors. Donc, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée et ici, il y avait une belle métaphore, en fait, sur le fonctionnement d'une société, tout simplement. Ces gens-là leur donnent quand même beaucoup de temps, Ali et Hassan et le personnel encadrant, et beaucoup d'amour. Et voilà, ça peut paraître naïf ou bisounours, mais avec Grégory, nous, on trouve que c'est vachement important. Et si dans nos banlieues, par exemple, ou dans les quartiers un petit peu à l'écart, au lieu de systématiquement stigmatiser, on leur donnait un petit peu une autre vision et un petit peu d'amour, peut-être qu'ils n'iraient pas brûler leur propre voiture. Donc s'ils brûlent leur propre voiture, c'est qu'ils se font mal à eux-mêmes. Donc il y a peut-être aussi une raison sociale qu'il faudrait développer. Nous, ce qui nous plaisait, c'est cet aspect-là. Avec Grégory, on vient de la culture populaire et il y a un aspect... n'oublions pas les valeurs de ces cultures populaires qui sont en train de disparaître dans nos sociétés, à nous, en France.
Bien, merci beaucoup à tous les deux pour ce très beau film et pour cet éclairage que vous nous avez apporté. Alors, je peux vous donner rendez-vous, ça fait loin, donc on vous le rappellera d'ici là. La prochaine ciné-conférence, ça sera le 6 novembre et ça sera le film documentaire qui se passe aussi au Maroc, qui s'appelle Chaman et qui sera avec la présence aussi du réalisateur et puis d'un invité conférencier que nous n'avons pas encore choisi. Donc merci à tous de votre présence et très bonne fin de soirée.